moi je vais vous parler de segmentation d'électroacoustique improvisée. En fait, c'est parti d'une constatation relativement simple, c'est que à l'heure actuelle, en fait, finalement, la musique électroacoustique, il y a une grande part de musique électroacoustique qui est improvisée. Ça, c'est à peu près depuis... alors c'est bien sûr, ça existe depuis très longtemps, puisque finalement, tous les compositeurs de musique concrète commencent par improviser sur des matériaux pour se faire du matériau, enregistrer, etc. Mais depuis à peu près les milieux des années 90, avec les facilités d'avoir des outils numériques portables, en fait, l'improvisation dans l'électroacoustique est devenu vraiment extrêmement important, au point que des grandes salles, enfin, ou des organisateurs comme le GRM ou l'IRCAM, maintenant ont des festivals qui intègrent vraiment les musiques électroacoustiques improvisées. Et en plus de ça, pour moi, c'était particulièrement intéressant puisque ça me permettait de on va dire, tester un peu les logiciels que je développe pour la représentation graphique des musiques et pour l'aide à l'analyse musicale. Donc ça permet de tester dans des conditions un petit peu extrêmes, puisque là, l'improvisation, on est vraiment dans des conditions extrêmes par rapport à la musique de support. Donc là, dans cette présentation, en fait, je vais probablement supprimer le deuxième exemple pour gagner un petit peu de temps, et je parlerai juste du premier exemple. Donc pour des raisons de facilité, j'ai commencé par travailler sur ma propre musique, enfin la musique de mon groupe, on fait de l'improvisation. Donc ça permettait, moi, pour une solution de facilité, dans un premier temps, d'avoir des matériaux, d'avoir accès aux sources, etc., d'une manière assez facile. Bien évidemment, dans le cadre de ce groupe, l'idée c'est de passer à un niveau un petit peu au-delà et de travailler, donc on va travailler probablement avec le GRM et avec Tom Mess donc pour l'improvisation, pour voir comment arriver à récupérer les sources, comment arriver à analyser des musiques improvisées ou des musiques écrites dans lesquelles il y a des zones improvisées. Donc en fait, c'est parti, tout ça c'est parti d'un constat assez simple au niveau. Donc ça, c'est ce que je disais. Maintenant, l'improvisation est devenue un genre à part en fait, enfin une catégorie à part dans le genre électroacoustique. La particularité des musiques improvisées électroacoustiques, c'est que bien souvent, elles mêlent aussi d'autres arts. Alors énormément la vidéo. On a beaucoup de musique vidéo avec vidéo. La poésie sonore est aussi très présente dans beaucoup de ces performances. Et donc on a aussi un mélange entre différents arts. La grosse difficulté pour le musicologue, c'est que bien évidemment tous ces dispositifs sont des dispositifs hybrides, complètement modulaires, et que bien sûr pour le musicologue c'est intéressant d'avoir un enregistrement de la performance, mais ça suffit pas. Très rapidement on se retrouve complètement limité, puisqu'il y a toute une série de données, notamment ne serait-ce que les interactions entre les musiciens, qui ne sont pas forcément perceptibles lors de musique électroacoustique et qu'on n'a pas du tout dans l'enregistrement. Et puis il y a aussi toutes les interactions du musicien lui-même avec son instrument, lorsqu'on joue avec des instruments comme le Carlax par exemple, ou des interfaces, etc., qui ne sont pas du tout perceptibles dans la musique, alors qu'ils ont justement un rôle extrêmement important dans le jeu du musicien, ce qui permet d'analyser un peu plus en détail. Donc l'idée aussi derrière tout ça, c'est de voir comment est-ce qu'on pourrait, et ça rejoint un petit peu les questions qu'a posé Frédéric, et que va certainement poser Alain juste après, c'est de voir comment est-ce qu'on pourrait analyser ces instruments, et enfin intégrer ces instruments dans l'analyse. Bon, alors ça, je vais passer un petit peu, ça c'est pas très très important, enfin je l'ai plus ou moins dit. Autre chose aussi qui m'intéressait particulièrement, c'est le dernier point, c'est que les logiciels qui sont utilisés par les musicologues pour faire de l'analyse sont souvent, le musicologue va essayer d'utiliser le logiciel du musicien ou du compositeur, mais ils ne sont pas forcément très adaptés pour l'analyse musicale. Donc l'idée aussi derrière tout ça, c'est d'essayer d'imaginer qu'est-ce que pourrait être un logiciel d'analyse musicale, d'aide à l'analyse musicale. Donc ça rejoint bien évidemment les travaux que j'ai présentés précédemment. Alors, deux exemples. Alors je vais vous parler juste d'un exemple en fait, qui est un exemple d'une performance donc avec 3 musiciens et un musicien spatialisateur. Donc les 3 musiciens improvisent, et le musicien spatialisateur récupère le son des 3 musiciens et improvise une spatialisation sur 6 ou 8 haut-parleurs selon le dispositif. Donc là, vous voyez une image avec dispositif, donc vous voyez que vous avez à la fois du mélange
d'instruments purement numériques, d'instruments acoustiques. Il faut imaginer que derrière tout ça, l'idée c'est à terme d'arriver à comment est-ce qu'on va pouvoir capter ces différents éléments et comment est-ce qu'on va pouvoir capter aussi les interfaces des musiciens, puisque chaque musicien finalement développe son logiciel, son interface. Bien souvent, les musiciens travaillent soit avec des logiciels comme Max, soit avec des logiciels comme Live, mais Live en soi maintenant, Ableton Live mélange Max, donc en fait on se retrouve avec des logiciels qui contiennent plusieurs logiciels à l'intérieur. Donc comment est-ce qu'on pourrait arriver à comprendre un petit peu tous ces éléments et recueillir les informations pour qu'ensuite on puisse bien évidemment les analyser. Alors ça je vais passer du coup. Donc le premier problème qui se pose, c'est le problème de la captation. Captation audio, comme je disais, bien souvent on se retrouve avec une captation purement une paire stéréo généralement, ce qui suffit pas du tout. Donc ce qui est bien, c'est d'arriver à récupérer les sources de chaque musicien. Captation visuelle qui est extrêmement importante dans le cas de l'improvisation électroacoustique, puisque bien souvent les gestes qui sont faits par les musiciens sont masqués en partie seulement masqués par le dispositif lui-même. Donc c'est pas forcément très évident de comprendre les relations qu'il pourrait y avoir entre des interactions du musicien et puis ce qui sort dans les haut-parleurs. Comme je disais, il y a un mélange bien évidemment bien souvent d'analogique et de numérique, donc ça pose un problème de captation et d'archivage de ces éléments en vue de l'analyse. Et puis, ce que je disais aussi, c'est que on est passé finalement avec cette explosion un petit peu des dispositifs numériques portables à un dispositif dans lequel on avait un logiciel. Maintenant, on improvise bien souvent avec plusieurs logiciels en même temps qui vont tourner ensemble, soit en parallèle, soit les uns dans les autres, et qui vont interagir ensemble. Donc ça devient extrêmement compliqué pour le musicologue de pouvoir capter ce genre de choses. Alors, bien évidemment, l'idée c'est à terme d'arriver à capter ça. Là, dans un premier temps, voyons voir comment est-ce que, à partir de sources finalement relativement simples, on pourrait arriver à analyser et à segmenter le matériau. Alors, un des premiers travaux que j'ai fait, c'est d'essayer de trouver en fait des critères d'analyse pour les œuvres électroacoustiques. Alors, j'ai essayé différents types de critères et finalement, celui qui semble le plus intéressant et qui correspond le mieux en fait à l'improvisation, c'est le système développé par Stéphane Roy sur les fonctions musicales. Donc c'est un système qui en fait, plutôt que de discrétiser les objets en soi, va discrétiser des fonctions musicales, alors qui peuvent être, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous voyez en détail les éléments, enfin vous pouvez le retrouver de toute façon sur internet. Donc ils vont discrétiser des fonctions finalement qu'on a dans la musique depuis toujours. On va avoir des fonctions d'introduction, des fonctions de conclusion, des fonctions de transition, ce genre de choses. Et c'est quelque chose qui est très intéressant parce que ça correspond exactement à ce que l'on a dans le cadre de l'improvisation. Et ça permet vraiment d'analyser l'improvisation d'une manière, ou du moins l'improvisation électroacoustique, d'une manière extrêmement intéressante. Donc à partir de ça, donc j'ai nettoyé un petit peu, j'ai rajouté une ou deux fonctions supplémentaires de façon à pouvoir essayer d'analyser les différents éléments. Et puis je me suis attaqué donc à l'analyse de ces différents fragments. Alors voilà, donc ça c'est le projet dont je vous parlais avec les 3 voix des musiciens. Dans un premier temps, là ce que je vais faire aujourd'hui uniquement, c'est l'analyse uniquement de ce qui sort des instruments. Donc là on a enregistré pendant la performance les différentes voix séparées. Alors on a aussi enregistré les différentes voix des haut-parleurs, on a aussi enregistré les mouvements de spatialisation, donc ça restera à faire après au niveau de l'analyse. Et l'idée déjà c'est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on pourrait à partir de ça arriver à découper, discrétiser les différents matériaux. Donc là vous avez les 3 voix des 3 musiciens. Vous voyez tout de suite que assez clairement en fait on voit des stratégies musicales qui sont très claires au niveau des musiciens. On a un premier musicien qui joue avec un dispositif hybride analogique numérique qui va avoir un jeu assez, on va dire assez différent, assez varié en fait d'un bout à l'autre. On a un petit peu de mal à arriver à discrétiser des choses qui se ressemblent, des stratégies qui vont se ressembler. Bon, je vais peut-être faire écouter un petit extrait.
Alors, une des particularités de ce musicien, c'est qu'en plus, il joue beaucoup sur les effets de panoramique, qui en plus, vu la spatialisation, se retrouvent démultipliés dans tous les sens. Alors, on écoute. Voilà, un extrait du premier musicien. Le deuxième musicien, lui, va jouer plutôt sur des jeux, comme on peut le voir assez clairement sur le sonagramme, sur des blocs, en fait, qui vont s'enchaîner les uns par rapport aux autres, avec pas mal de silence, et des choses assez brutales. Un petit extrait de ce deuxième. Donc on est ici, là. Je vais zoomer un peu. Voilà, donc on vient d'écouter cette partie. Et puis le troisième musicien qui, lui, joue beaucoup plus, enfin du moins dans cette improvisation, a joué beaucoup plus sur des idées de trame, et on le voyait, si vous vous rappelez de la version synoptique ici, on voit que dans la deuxième partie de l'improvisation, en fait, il y a une longue trame, et qui va être en fait une trame évolutive, progressive, avec des éléments qui vont se rajouter. Donc lui, il joue beaucoup sur ces idées de trame, ce qui donne un petit extrait. Voilà, etc., etc. Donc là, déjà, on peut arriver à faire une première analyse simplement en regardant le sonagramme et en écoutant, et on voit assez clairement en fait des stratégies différentes qui sont mises en place au niveau des musiciens. Alors, ce qu'on remarque dans les musiques improvisées électroacoustiques aussi, c'est que bien souvent, les musiques qui fonctionnent très très bien sont des musiques dans lesquelles les musiciens ont des stratégies d'improvisation qui sont très différentes les unes des autres. Et dans le cas de l'électroacoustique, vu que les musiciens vont avoir déjà des dispositifs différents, ici dans ce cas, on a une production sonore qui est différente, on a des gestes qui vont être différents forcément, puisqu'ils n'utilisent pas les mêmes instruments, les mêmes interfaces, et donc par conséquent on va avoir des stratégies musicales un petit peu différentes. Alors si on applique finalement la grille de Stéphane Roy à tout ça, ça donne quelque chose comme ça. Toc. On va voir si ça fonctionne. Non, ça fonctionne pas. C'est pas grave. Je vais vous montrer directement en image d'écran. Voilà, donc si on applique les stratégies, en fait, là j'ai repris des blocs de couleurs en fait qui montrent donc les différents types de fonctions musicales. On se rend compte qu'en fait là, du coup, sont mises en évidence les différentes stratégies d'une manière assez claire. Entre, par exemple, le deuxième musicien et le troisième musicien, on voit qu'il y a un jeu de texture dans le troisième musicien, un musicien du bas, qui est extrêmement important. Ça permet ainsi de segmenter assez rapidement, en fait, et ces jeux de fonctions en fait, musicales permettent de segmenter le matériau d'une manière assez claire, uniquement à l'écoute, en fait, finalement. Alors ça, c'était les extraits que je vous ai montrés tout à l'heure. Et puis, si on regarde un petit peu tout ça d'une manière... en regardant les interactions entre les différents musiciens, on se rend compte que finalement, et ça c'est assez étonnant parce que pour moi c'est extrêmement intéressant, aussi bien en tant que musicologue qu'en tant que musicien dans ce groupe, parce que ça m'apprend moi aussi à savoir comment est-ce que ça fonctionne finalement, et comment est-ce que finalement on arrive à faire par exemple ne serait-ce que des synchronisations. Il y a des moments en improvisation... clac, tout le monde, au même moment exactement, au dixième de seconde, on bascule sur quelque chose d'autre et le matériau bascule sur quelque chose d'autre. Et comment ce genre de choses peut arriver à se faire finalement en improvisation, alors que c'est quand même assez complexe. Donc ça me permet de comprendre aussi comment je joue et comment j'interagis avec les autres musiciens. Donc en fait, si on regarde l'intégralité de l'improvisation ici, on se rend compte que... Alors, je vais peut-être rebasculer comme ça... Donc vous avez dans la petite piste du haut des numéros, en fait, des points de synchronisation, différents points de synchronisation.
Le premier point de synchronisation, c'est bien évidemment le démarrage, mais ça, c'est pas un point qui est très très compliqué. Et ensuite, les autres points qui arrivent jusqu'à la moitié de l'œuvre, en fait, finalement, quand on les analyse, on se rend compte que les musiciens fonctionnent par modification progressive, et on va avoir juste un seul musicien qui va changer les choses. Et bien souvent, dans le cas d'improvisation dans ce groupe-là, je me suis rendu compte que finalement, les moments qui paraissaient à l'écoute complètement synchronisés, on se rend compte qu'il n'y a qu'un seul musicien qui change quelque chose, et ça suffit pour donner une impression de synchronisation entre les trois musiciens. Donc là, dans la première partie, on a un phénomène dans lequel progressivement le matériau va évoluer, simplement parce qu'il y a un musicien qui va changer de matériau. Et puis, dans la deuxième partie, en fait, ici, on a toute une longue partie dans laquelle, progressivement, les musiciens adaptent de façon à arriver à s'accorder, en fait, sur le troisième musicien qui, lui, coûte que coûte, garde toujours les mêmes textures et va garder la même chose. Et donc, les autres musiciens vont progressivement essayer de s'accorder par rapport à ce qu'il fait, de façon à progressivement faire disparaître les coupures, etc. Et ajouter des sons qui vont, soit des textures, soit des sons qui vont durer un petit peu plus longtemps, soit des sons qui vont partir à l'intérieur de la texture. Donc ça permet là on voit, j'essaie de comprendre comment ces musiciens interagissent. Alors bien évidemment, si j'avais un retour visuel, par exemple, sur l'interface, ne serait-ce que l'interface du musicien, la manière dont il va jouer, ça pourrait être extrêmement intéressant, parce que moi ça me permettrait d'analyser beaucoup plus facilement ces modes de jeu et de voir comment les différents modes de jeu finalement arrivent petit à petit à se rencontrer, par exemple dans cette deuxième partie. Voilà donc quelques idées sur ces représentations. Alors du coup j'ai un petit peu plus de temps, j'étais un petit peu plus vite. Donc on va passer à la deuxième improvisation. Donc deuxième exemple, même groupe, mais cette fois-ci on a juste un enregistrement stéréo. On n'a que 3 musiciens et on a en plus un support visuel. Donc là c'est sur un film de Man Ray que vous connaissez peut-être, et Mac Baker, un film des années 20. Qui est un film assez extraordinaire pour les musiciens, parce qu'il fonctionne beaucoup avec des textures, il y a beaucoup de jeux, comme faisait Man Ray, de grattage de pellicules, etc. Donc qui, pour un musicien électroacoustique, est extrêmement intéressant et vraiment très, on va dire, musical. Donc là, dans ce cas-là, l'idée, c'était de comparer, d'une part, plusieurs improvisations sur le même film, et donc de voir les constantes sur... donc là, entre la première et la dernière improvisation, il y a quasiment une dizaine d'années, de voir les constantes au niveau de la forme, et ensuite de comparer par rapport aux structures du film pour voir s'il y a des correspondances entre les différents éléments. Donc là, vous voyez donc un exemple d'une des improvisations. Donc là, on a le mélange, le mixage des 3 musiciens. Ici, encore une fois, ça semble relativement facile d'arriver à segmenter le matériau, puisqu'on voit assez clairement des sons avec des sons qui mélangent des hauteurs fixes avec des fréquences plus ou moins régulières. On voit des sortes de bruits blancs, on voit des enveloppes même qui commencent à se dessiner. Donc on arrive déjà simplement à l'écoute, et avec le sonogramme, on arrive à discrétiser, segmenter le matériau d'une manière assez efficace. Après, en analysant finalement les différentes textures musicales, donc là vous avez, donc là je vais essayer d'autres représentations. Vous avez une segmentation du matériau par catégorie avec les 5 improvisations, et puis dessous des catégories que j'ai nommées, donc avec un certain nombre de catégories relativement simples, et la part de ces catégories dans les improvisations. Ça permet de voir par exemple que la deuxième catégorie devient, à part à la première improvisation où elle était assez importante, après elle prend une place de plus en plus importante, et que par exemple la catégorie de pulsation qui est sous-jacente dans le film déjà, vous avez un certain nombre de suggestions de personnes qui dansent, de musiciens, etc. Donc il y avait une envie de certains musiciens de rajouter de la pulsation. On voit que cette partie disparaît progressivement des improvisations, des versions de cette improvisation. Ça, c'est peut-être pas la peine de voir la manière dont ça fonctionne. Alors, si on met les 5 improvisations les unes sur les autres,
et qu'on regarde les points de rencontre entre ces différentes improvisations. Donc là, j'ai juste rajouté 3 marqueurs. En fait, un premier marqueur dans lequel on voit... alors bon, là, ça peut-être pas, c'est un petit peu fin, mais on voit en fait une synchronisation presque parfaite entre les différents musiciens. Donc là, vous avez un moment qui est assez étonnant, dans lequel les musiciens, quasiment dans toutes les improvisations, changent exactement en même temps. Et puis vous avez une deuxième partie aussi sur toutes les improvisations, c'est assez clair, qui est entre le marqueur 2 et 3, dans lequel les musiciens vont alterner assez rapidement des matériaux très différents, et il va y avoir un mélange très différent de matériaux comme ça, et qui se retrouve en fait dans les différentes improvisations sur ce même film. Pierre, les 4 premiers, c'est pas le même spectre exactement? Si, c'est une erreur, l'image d'écran, excuse-moi. C'est complètement... c'est n'importe quoi. Attends, je vais essayer de l'ouvrir... En même temps, ça me permet de tester e-Analysis en version démonstration. Donc là, c'est la version bêta. Ça permet de voir que ça bug encore. On va voir s'il nous le fait. Ça, c'était la première. Donc, c'est passé là. Tac. Tac. Ah ben, elle est là, en fait. Très bien. Oups. Alors, on va charger. Voilà. Et donc là, on a des matériaux différents, ce qui est quand même beaucoup plus clair. Voilà. Donc là, en fait, on a, ce que je disais tout à l'heure, on a un point de synchronisation ici qui est vraiment évident sur chacune des improvisations. Et ensuite, ici, un passage dans lequel on bascule très rapidement sur des choses qui sont très différentes les unes des autres. Et on n'a pas vraiment de points de synchronisation entre les musiciens. Et ça, c'est quelque chose qui se retrouve sur les 5 improvisations, en fait. Donc en fait, si on regarde, si maintenant on met tout ça par rapport au film, et on regarde un petit peu ce qui se passe par rapport au film, en fait, je suis reparti finalement dans le film de la conduite qui a été faite par les musiciens, qu'on a réalisé en fait, avant d'improviser, puisque c'était le découpage, la segmentation du film qui avait été faite par les musiciens. Et donc là, vous avez les 5 premières lignes qui représentent les différentes catégories que je vous ai présentées tout à l'heure. Et puis la dernière ligne du bas qui est la segmentation en fait du film, avec des catégories qui sont juste dessous, donc des catégories dans lesquelles on a des affichages de texte, d'autres dans lesquelles on a des éléments qui sont animés, qui tournent, etc. Et donc l'idée c'est d'essayer de voir est-ce qu'il y a des points de synchronisation par rapport à ça, est-ce que les points de synchronisation que j'ai vus avant, finalement on les retrouve dans le film, et finalement les musiciens en fait simplement se sont calés sur le film, ou est-ce qu'au contraire on n'a pas vraiment ce genre de choses. Donc déjà, on a un point de synchronisation qui est on va dire, au dernier cinquième de l'œuvre et qui est assez fort dans le film. Le film dure à peu près 20 minutes, et au bout de 20 minutes, au bout de 15 minutes, un peu plus de 15 minutes, on se retrouve avec un carton, en fait, et dans lequel donc il y a un texte qui apparaît, dans lequel Man Ray annonce qu'il va expliquer tout ce qu'il a fait auparavant, qui n'explique pas du tout, bien évidemment, et qui a un effet dramatique assez fort. Cet élément dramatique, on pourrait imaginer que finalement ça se retrouve dans toutes les improvisations. Eh bien non, en fait, finalement, il n'y a que 2 improvisations qui prennent compte de ça pour structurer le matériau musical. Finalement, ce point n'apparaît pas sur les 3 autres. Un autre élément qui apparaît assez clairement, c'est des moments où on a des basculements entre des textures abstraites, faites par grattage sur la pellicule, ou faites par des objets qui sont... il y a des moments où il y a des clous, des épingles, etc., qui bougent dans tous les sens. Et puis des moments, au contraire, complètement concrets, où il y a des parties qui sont filmées avec des champs de tournesol, des choses comme ça. Et donc, par contre, ces moments-là sont des moments clés pour le changement. Alors, c'est pas forcément des moments clés dans lesquels on a quelque chose qui va apparaître de particulier, mais c'est des moments clés de basculement d'un élément à un autre.
Autre élément important, c'est la relation entre justement ces moments très figuratifs, ces moments concrets en fait finalement sur la pellicule, et puis les enregistrements complètement concrets qu'on pourrait trouver tels quels dans les improvisations. Et en fait, on se rend compte que ça fonctionne juste au début, et puis à un moment clé au milieu, mais toute la deuxième partie n'est pas du tout liée à ce genre de choses. Voilà, donc ensuite j'ai analysé différents éléments sur les rythmes, la relation entre les éléments qui tournent sur le film et puis les rythmes pulsés dans la musique, de façon à montrer, en fait finalement on voit qu'il y a une structure qui semble se dessiner, même si dans la dernière improvisation finalement elle ne joue que très peu sur ces différents éléments pulsés. Voilà, donc ça c'était quelques idées sur à la fois deux choses, sur d'une part comment est-ce qu'on pourrait imaginer et analyser une improvisation électroacoustique, et puis d'autre part c'est comment est-ce qu'on pourrait arriver à segmenter ce matériau électroacoustique. Comment est-ce qu'on pourrait arriver à mélanger ces deux éléments. Voilà, je crois que j'ai quasiment récupéré une bonne partie du temps. Merci. Pierre, dans une diapositive, tu as écrit texture lisible ou quelque chose comme ça. Lisible, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reconnaît des choses alors... Oui, voilà. Ah, oui. Texture lisible dans laquelle le mélange en fait entre les trois instruments, en fait, on a vraiment une lisibilité parfaite au niveau spectral, on va dire, au niveau de la superposition des instruments des musiciens. Oui, il y a un truc que j'ai pas compris sur les fonctions. Bon, vous utilisez les fonctions musicales, mais les couleurs, ça correspond. Ça, oui, en fait, je les ai. Oui, ça j'ai compris. Par contre, ce que j'ai pas compris, c'est vous extrayez comment comment vous analysez, c'est à la main? Allez, à l'oreille, oui, tout simplement. Oui, c'est à l'oreille. C'est pas la machine. Ah non, c'est pas automatique du tout. Non, d'accord. Okay, non, donc vous avez mis à la main. Voilà, tout simplement. Une partition. Voilà, tout simplement. D'accord. Ok. Merci. Dans les improvisations, tu parlais de figuralisme, donc dans les images de Man Ray, c'est évident. Mais les improvisateurs disposent de fichiers son, de choses enregistrées, reconnaissables aussi. Oui, certains. Voilà. Ouais. Et les auditeurs peuvent reconnaître. Ah, tout à fait, oui. Oui, dans certaines improvisations, c'était très clair. Et tu as pensé, pour l'analyste, enregistrer tous les mouvements sur les capteurs Oui. Alors, dans la première improvisation avec l'espace, j'ai tous les mouvements en fait, de la spatialisation qui ont été faits par celui qui improvise l'espace uniquement. Donc là, je vais voir ce qu'on peut faire à partir de ça, voir comment on peut arriver à retravailler à partir de ça. Donc c'est aussi une idée sur ce logiciel eAnalysis, c'est d'arriver à superposer plusieurs couches de représentation en fait, un sonogramme, une forme d'onde, mais pas seulement, aussi on peut superposer des graphiques, des courbes venant de n'importe quelle donnée en fait qu'on pourrait importer. Faire des cartes aussi, donc là je suis en train de développer la partie sur les cartes qui permet donc d'extraire une partie du sonogramme et ensuite faire par exemple des tableaux paradigmatiques ou des choses comme ça à partir de petits bouts de sonogramme, des choses comme ça. J'ai une petite question sur l'idée de l'espace, parce que tu parlais de ça aussi au niveau de l'analyse. Est-ce que tu as des idées de comment tu peux représenter ça de manière, on va dire, lisible, en cohabitation avec le type de représentation que tu as montré sur les fonctions musicales? Alors j'avais fait un essai de représentation sur une pièce en 8 pistes, et donc analyser cette pièce en 8 pistes pour... donc c'est un article qui est paru dans Musimédiane. C'était une de mes pièces en fait en 8 pistes, et l'idée c'était de montrer finalement en version stéréo qu'est-ce qui se passait en 8 pistes sur la spatialisation. Même si la version stéréo était refaite à partir de la version 8 pistes, il y a des modifications, etc. Et donc, en fait, j'avais opté pour une double représentation, une représentation en haut avec les 8 haut-parleurs qui étaient disposés simplement autour du public, et avec une animation avec les sons colorés qui bougeaient. Et en bas, en fait, à l'époque, j'avais simplement pris
les images d'écran de Pro Tools que j'avais colorées de la même manière. Comme ça, on pouvait suivre en fait chaque son, chaque piste en fait colorée. On voyait où elle était diffusée et comment elle se déplaçait. L'association entre Voilà. la représentation du son et la représentation Voilà. dans l'espace qui était symbolisé. Mais ça pose un problème parce que du coup, on a une animation. Et en termes de représentation pour l'analyse, c'est pas forcément très bon. Parce que forcément, on n'a pas de vue globale, vision globale. Ou alors, si on veut mélanger les courbes, en fait, du coup, après, comment on les réassocie par rapport à l'espace? Enfin, ça pose vraiment de gros problèmes au niveau de la représentation. J'avais aussi fait un essai, un test aussi de représentation en 3D aussi pour l'IMS à Leicester, qui avait eu lieu à Leicester, c'était en 2007, je ne me rappelle plus exactement la date, oui, 2007. Et donc là, j'avais essayé de faire des représentations en 3D, mais là, c'est pareil, on retombe sur le même problème que l'animation. Et en plus, on a un autre problème en analyse, c'est que en 3D, en fait, on perd complètement au niveau de la précision de la représentation. Et donc là, au niveau de la visualisation, c'est plus exactement qui fait quoi. Et donc c'est vrai que la représentation de l'espace, c'est un gros problème dans ce cadre-là. Et est-ce que les improvisateurs se font signe gestuellement? Non, non, rarement en fait. Parce que ça serait difficile pour l'analyste de tenir compte de ça. Et ça serait très important. Ah oui, bien sûr. En fait, c'est pas très compliqué. Il faut avoir un retour vidéo en fait des musiciens pour pouvoir voir quels sont justement les moments de synchronisation qui peuvent exister entre les musiciens, l'interaction entre les musiciens. Souvent dans le cas de l'improvisation, c'est sûr qu'il y a une interaction, il y a un jeu, il y a des regards, il y a des choses comme ça qui permettent de voir comment ça fonctionne en fait. Parce que finalement, l'idée derrière tout ça, c'est pas seulement d'analyser le matériau improvisé tel que le perçoit le public, c'est aussi de comprendre comment les musiciens arrivent à fonctionner pour produire ce matériau, pour produire les transitions, pour produire ces effets de synchronisation, etc. Qu'est-ce qui se passe exactement sur scène et qu'est-ce qui fait que ça va fonctionner. Et en fait, c'est uniquement à l'oreille. Il n'y a pas une petite fenêtre sur l'écran du musicien numéro 2 qui regarderait ce qui se passe sur l'écran du musicien numéro 1. Ça sera amusant, ça. Personne n'y a pensé. Ça viendra peut-être. Toujours une question sur la présentation spatiale en 2D. Si vous présentez les 8 haut-parleurs et que vous avez, je sais pas, disons, 3 musiciens qui ont 3 couleurs ou 3 pistes qui ont 3 couleurs différentes, vous les mettez vraiment dans les haut-parleurs avec leur niveau, comment ça marche? Alors là, dans la représentation que j'avais fait, non, c'était oui, en fait, c'était des formes, c'était pas forcément des boules, en fait, c'était des formes qui pouvaient occuper plusieurs haut-parleurs pour montrer où sortait le son, en fait. Ouais. Donc si c'était et s'il y avait le niveau aussi. Les niveaux n'étaient pas représentés. Enfin, il y avait juste les niveaux, les style fade in, fade out, juste avec un effet de Par exemple, si je mets un petit peu à gauche et beaucoup à droite, ouais, ça c'était pas représenté, non. D'accord. Et c'est vrai que c'est un problème et c'est quelque chose sur lequel il va falloir qu'on... Même si tu mets une partie du spectre à gauche et une partie du spectre à droite, pour un même son. Oui. Le déphasage, alors là, ça devient impossible à représenter. Ouais, c'est vraiment problématique.